Dans les monastères zen du Japon médiéval, les moines pratiquaient une forme de méditation radicale appelée shikantaza, littéralement simplement s'asseoir. Pas de mantra à réciter, pas de respiration à compter, pas d'objet à visualiser. Juste le silence complet de l'esprit. Certains passaient des décennies à tenter d'atteindre ne serait-ce que quelques secondes de ce silence mental absolu. Pendant ce temps, à l'autre bout du monde, en plein cœur de l'Europe, les monastères chrétiens développaient une pratique diamétralement opposée, l'examen de conscience. Plusieurs fois par jour, les moines étaient invités à intensifier leur dialogue intérieur, à scruter chaque pensée, chaque impulsion, chaque désir, créant délibérément un torrent verbal interne. Comme si l'un cherchait à éteindre ce que l'autre s'efforçait d'attiser. Imagine ces moines zen et chrétiens se rencontrant lors d'une improbable conférence spirituelle médiévale. Donc vous passez votre journée à faire taire ce que nous travaillons si dur à intensifier ? Fascinant. Maintenant, arrête-toi un instant. Écoute attentivement cette voix qui lit mes mots dans ta tête. Tu l'entends ? Cette petite voix familière qui commente, qui traduit, qui interprète. Est-ce vraiment ta voix ? D'où sort-elle ? Et qui parle quand tu penses ? Et pourquoi cette voix ressemble parfois étrangement à celle de ta mère quand elle te reprochait de ne pas ranger ta chambre ? Car à chaque seconde de ta conscience éveillée se déroule le plus grand spectacle de ventriloquie jamais créé. Une symphonie de voix. Parents, professeurs, amis, ennemis, médias, culture, toutes déguisées si parfaitement que tu les confonds avec toi-même. Un peu comme si tu découvrais que ton « moi » le plus intime était en réalité une colonie de marionnettes sophistiquées, chacune tirant ses ficelles en prétendant être toi. Bienvenue dans Hypnose et hérésie, une anatomie de l'invisible. Je suis Maëva, hypnothérapeute et préparatrice mentale. Ici, on explore ce que l'on préfère taire, les croyances limitantes, le stress, les peurs et les illusions du développement personnel. Bienvenue à toi dans cet espace où la complexité humaine n'est pas aplatie mais célébrée, où les contradictions sont explorées plutôt qu'effacées. Chaque épisode t'invite à une plongée profonde, où nous prendrons le temps d'examiner les nuances et les mécanismes subtils qui façonnent notre expérience intérieure. Aujourd'hui, nous plongeons dans les profondeurs de notre dialogue intérieur, cette conversation permanente que nous entretenons avec nous-mêmes, et qui, à y regarder de plus près, ressemble moins à un monologue cohérent qu'à une réunion de copropriétaires particulièrement agitée. Nous allons naviguer entre les conceptions occidentales et orientales de la pensée, explorer les recherches les plus récentes en neurosciences et voyager à travers différentes traditions pour tenter de répondre à cette question fondamentale. Mais qui diable parle dans ma tête ? Et surtout, est-ce que cette voix pourrait de temps en temps simplement la fermer pendant que tu essaies de dormir ? Et si ça te fait peur de découvrir que tu n'es peut-être pas l'auteur unique de tes pensées, rassure-toi, moi aussi, j'ai paniqué quand j'ai compris que mon « je » le plus intime ressemblait davantage à un comité dysfonctionnel qu'à un PDG tout-puissant. Mais je te promets, il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette découverte, une fois qu'on a fini de crier intérieurement, mais qui a laissé tous ces gens entrer dans ma tête. Je vais te révéler un paradoxe qui pourrait chambouler toutes tes certitudes. Tu n'as jamais pensé une seule pensée véritablement originale de toute ta vie. Chaque concept, chaque mot, chaque structure narrative que tu utilises dans ton dialogue intérieur est un emprunt, comme un collage mental d'éléments absorbés de ton environnement. C'est comme si tu te vantais d'avoir créé un fantastique dîner alors que tu as simplement réchauffé des plats livrés par d'autres. Ton « je », le plus intime, est une mosaïque d'autres. Et pourtant, quelque chose en toi observe tout spectacle. Quelque chose qui peut-être n'est pas fait de mots du tout. La grande illusion de l'unicité. L'une des illusions les plus tenaces de l'esprit humain est celle de son unicité. Cette conviction inébranlable que notre dialogue intérieur émane d'une source unique et cohérente que nous appelons fièrement « moi ». Le philosophe allemand Nietzsche percevait déjà cette illusion lorsqu'il écrivait en 1886 dans « Par-delà le bien et le mal, la pensée vient quand elle veut, et non quand je veux ». Cette observation troublante suggère que nos pensées ne sont pas des productions délibérées d'un « je central », mais des événements qui nous arrivent. Un peu comme la pluie, quoi.
C'est un peu comme si tu découvrais que ton cerveau organise constamment des fêtes sauvages dans ton crâne sans même t'envoyer d'invitation. Et tu l'as sûrement déjà vécu, n'est-ce pas? En étant tranquillement allongé dans ton lit, sur le point de t'endormir, quand soudain, bam, ton cerveau te rappelle cette chose embarrassante que tu as dite lors d'un dîner en 2014. Et qui c'est qui a demandé ça? Bah, pas toi. Et pourtant, cette pensée semble venir de toi, non? Donc imagine plutôt ton esprit comme un théâtre grec antique. Sur scène se succèdent différents acteurs portant des masques, les fameux personas, dont on a déjà parlé. Certains jouent le rôle du critique intérieur, du genre « T'appelles ça une présentation PowerPoint? Mon neveu de 8 ans ferait mieux. » D'autres, celui du perfectionniste « Recommence pour la 17e fois, on n'est pas sûr, hein. » Encore le catastrophiste « Ils vont tous te détester et tu seras viré. » Ou encore l'enfant blessé. Personne ne m'écoute vraiment, de toute façon. Et derrière chaque masque se cache non pas ton vrai moi, mais une voix que tu as internalisée au cours de ta vie, souvent à ton insu et sans ton consentement explicite. C'est un peu comme si toutes les personnes qui avaient eu une influence significative sur toi avaient déposé un petit hologramme conversationnel dans ton cerveau avant de partir. Les neurosciences contemporaines confirment cette vision fragmentée. Le docteur Michael Gazzaniga, directeur du Centre Sage pour l'étude de l'esprit à l'Université de Californie et pionnier des études sur les patients au cerveau divisé depuis les années 1960, a démontré que différentes régions cérébrales peuvent générer des voix distinctes ayant des opinions et des souvenirs contradictoires. Dans ses expériences devenues classiques, publiées notamment dans Nature en 1969, Gazzaniga a observé que chez les patients dont le corps calleux c'est la connexion entre les deux hémisphères cérébraux, avait été sectionné, chaque hémisphère pouvait développer des préférences, des croyances et même des objectifs différents, comme si deux personnes distinctes habitaient le même crâne. C'est un peu comme si ton cerveau était une colocation non consentie entre plusieurs entités qui ne se sont jamais formellement présentées les unes aux autres. Bonjour, je suis ton amygdale, je gère les alertes de peur. Et à côté, c'est ton cortex préfrontal. Lui, il essaie de planifier quelque chose, et moi, je hurle constamment dessus parce qu'on va tous mourir. Je pense, je m'entends penser, je me réponds, je me juge d'avoir eu cette pensée, je me juge de m'être jugé, je me félicite de cette prise de conscience, je doute immédiatement de cette félicitation, je me demande pourquoi je suis si dur avec moi-même. Et tout ça en 10 secondes, dans une file d'attente chez Monoprix, pendant que je souris poliment à la caissière qui n'a rien demandé. Bref, parfois on pense être un individu, alors qu'en fait c'est juste une assemblée générale. L'Occident et le culte du verbe intérieur. La tradition occidentale, des Grecs jusqu'à nos thérapies modernes, a développé un véritable culte du dialogue intérieur. Notre conception même de la conscience est si profondément liée au langage verbal qu'il nous est presque impossible d'imaginer une conscience non linguistique. Penser sans mots. Imagine que je te demande « À quoi penses-tu, là maintenant ?» La plupart d'entre nous répondront en décrivant un flot de mots intérieurs, genre « Ah, je me disais que je devrais rappeler ma mère » ou « Je me demandais ce que j'avais mangé ce soir », comme si penser et se parler intérieurement étaient exactement la même chose. Cette identification entre pensée et langage intérieur commence avec Platon et son concept de dianoïa, je sais pas si je le dis bien, la pensée comme dialogue silencieux de l'âme avec elle-même. Et son maître Socrate pratiquait déjà une forme de dialogue intérieur externalisé, questionnant ainsi sans relâche chacune de ses certitudes, comme un détective paranoïaque de sa propre pensée. Cette tradition s'est poursuivie avec saint Augustin et ses Confessions, écrites au IVe siècle, qui fut peut-être le plus grand texte occidental à explorer minutieusement les méandres du dialogue intérieur. Pour la première fois, un homme dissèque sa propre conscience avec la précision d'un anatomiste, décrivant ces voix contradictoires qui l'habitent. Saint Augustin disait « Je voulais et ne voulais pas, j'étais et je n'étais pas ». La confession chrétienne institutionnalisera cette pratique, faisant de l'auto-examen verbal une voie vers la purification. « Dis-moi tout », demande le prêtre, comme si le statut résidait dans l'expression exhaustive de chaque recoin obscur de notre dialogue intérieur. Et puis arriva Freud au tournant du XXe siècle, qui élève cette obsession occidentale au rang de science, pseudo-science, la psychanalyse. La psychanalyse, et c'est « payez-moi 150 balles pour parler de vos pensées pendant que je fais semblant de ne pas m'endormir sur mon fauteuil en cuir ». Ok, d'accord, c'est pas juste, mais l'idée fondamentale reste que verbaliser nos pensées intimes est la voie royale vers la guérison. Dites tout ce qui vous passe par la tête, surtout les parties embarrassantes en lien avec votre mère. Mais cette fascination pour le verbe intérieur cache un piège redoutable. En identifiant si fortement conscience et langage, la tradition occidentale nous a convaincus que nous sommes notre dialogue intérieur. Je pense donc je suis, proclamait Descartes en 1637, scellant cette fusion entre identité et pensée verbale. C'est comme si nous avions confondu l'océan avec les vagues qui se forment à la surface, ou comme si nous pensions être la météo
plutôt que le ciel dans lequel elle se déploie. Pense à un moment récent où tu t'es complètement perdu dans une activité, peut-être en pratiquant un sport, ou en jouant de la musique, ou simplement en étant absorbé par un film captivant ou ce super podcast. Pendant ces minutes ou ces heures, ton dialogue intérieur s'est probablement éclipsé. Avais-tu cessé d'exister pour autant ? Non. Ou peut-être avais-tu accédé à une forme de conscience plus immédiate, et non médiatisée par le langage. Les thérapies cognitivo-comportementales modernes, avec leurs fiches de restructuration cognitive et leurs journaux de pensée, perpétuent cette tradition. Manipule ton dialogue intérieur et tu changeras ton être. J'ai eu une pensée négative. J'ai identifié une distorsion cognitive. J'ai reformulé ma pensée de façon plus rationnelle. J'ai évalué mon degré de croyance sur une échelle de 1 à 10. Et puis j'ai rempli ma fiche de restructuration en 7 étapes, comme indiqué dans le manuel à 29,90. Je me sens mieux. Ou peut-être que je me sens surtout très occidentale et très productive dans ma démarche thérapeutique. Bref, j'ai transformé mon dialogue intérieur en projet managérial avec KPIs et tableaux Excel. Je caricature. Bien sûr. L'Orient et le silence fondamental. À l'autre extrémité du spectre, les traditions orientales proposent une vision radicalement différente. Et si le langage intérieur n'était qu'une perturbation superficielle de notre véritable nature ? Et si notre véritable essence se trouvait précisément dans le silence entre deux pensées ? Dans la tradition bouddhiste, particulièrement dans le zen, la pensée discursive, cette espèce de flot incessant de mots dans la tête, est perçue comme mak-yo, littéralement domaine des démons. Non pas que ces pensées soient maléfiques, mais elles représentent des illusions qui masquent notre nature profonde. La pratique du zazen vise précisément à percer ce voile verbal pour accéder à ce que les maîtres zen appellent Ishiryo, la conscience au-delà de la pensée discursive. Imagine la scène. Tu es un moine zen débutant, tout excité à l'idée d'apprendre la sagesse millénaire. Tu t'installes en position du lotus, prêt pour une révélation. Et là, le maître te dit essentiellement « assieds-toi et ferme-la ». C'est tout ? Vraiment c'est tout ? Pas de technique spéciale ? Si, la technique consiste à t'asseoir et à la fermer. Et ensuite, tu continues à t'asseoir et à la fermer. Ok, j'exagère un peu, mais pas tant que ça. Le zen est probablement la seule tradition spirituelle au monde qui considère le fait de penser comme un problème à résoudre plutôt qu'une solution à cultiver. Un célèbre koan zen raconte l'histoire d'un moine qui demande au maître Joshu « Quelle est la nature de l'esprit ?» Joshu répond simplement « Mu ». Ce simple son, « mu », qui signifie rien ou vide, n'est pas une réponse philosophique à analyser, mais une invitation à expérimenter directement l'esprit au-delà des mots. C'est comme si quelqu'un te demandait « Quelle est la saveur de l'eau ?» et qu'au lieu de te lancer dans une description élaborée, tu lui tendais simplement un verre en disant « Bois ». Dans la tradition indienne du Vedanta, développée il y a plus de 3500 ans, on fait une distinction claire entre manas, le mental discursif qui bavarde constamment, buddhi, l'intelligence intuitive non-verbale, et chitta, la conscience pure. Notre erreur fondamentale, selon cette tradition, serait de nous identifier au bavardage incessant du manas, alors que notre véritable nature serait chitta, cette conscience témoin qui observe le spectacle mental sans s'y identifier. Alors on peut faire une petite expérience maintenant. Pendant les 10 prochaines secondes, essaie de ne pas penser au mot « éléphant ». Laisse-moi deviner, tu as immédiatement visualisé un éléphant, et peut-être même plusieurs, et c'est normal. Mais ici vient la question cruciale. Qui diable a observé cette pensée « éléphant » apparaître ? Cette conscience qui a remarqué l'éléphant mental, est-elle faite de mots elle-même, ou est-elle d'une nature différente ? Ce qui est renversant, c'est que les neurosciences modernes commencent à valider ces intuitions millénaires. En 2015, une équipe de chercheurs dirigée par Judson Brewer à l'université de Yale a réalisé des études d'IRM fonctionnelles sur des méditants avancés. Et ils ont découvert une activation particulière du réseau du mode par défaut, ces régions cérébrales qui s'activent quand nous ne sommes pas engagés dans une tâche spécifique. Mais contrairement aux non-méditants, chez qui cette activation s'accompagne d'un dialogue intérieur incessant, les méditants expérimentés montraient une conscience éveillée sans le bavardage mental habituel, un état que les neuroscientifiques commencent à appeler silence mental éveillé, ou awake mental silence. Et je dois avouer que mes premières tentatives de méditation se sont soldées par ce que j'appelle le syndrome du commentateur sportif, où je me retrouvais à narrer ma propre pratique. Ok, maintenant, je médite, je respire. Oh, une pensée vient de passer. Bravo, j'ai remarqué la pensée. Oups, je suis en train de me féliciter. Merde, c'est encore une pensée. C'est comme si j'avais invité Jean-Michel Larquet à s'installer dans ma tête pour commenter en direct mes tentatives pathétiques de faire taire mon mental.
Et c'est une pensée parasite à la 37e seconde, mais quelle déception pour Maëva qui croyait avoir enfin atteint le silence mental. Peut-être que l'Orient et l'Occident ne s'opposent pas tant que ça, car ils révèlent deux aspects complémentaires de notre conscience. Sa capacité à formuler verbalement l'expérience et sa capacité à résider dans le silence sans perdre en lucidité. Comme le yin et le yang, le dialogue et le silence sont peut-être les deux faces d'une même pièce, chacun révélant des dimensions différentes mais également précieuses de notre expérience humaine. Les voix des poètes. Les grands poètes et écrivains ont souvent été les explorateurs les plus audacieux des mystères du dialogue intérieur. Armés précisément de l'outil, le langage, dont ils explorent les limites, ils nous offrent des témoignages d'une valeur inestimable sur cette expérience d'être habité par des voix multiples. « Je est un autre », écrivait Arthur Rimbaud à l'âge de 16 ans, dans une lettre à son professeur. Cette petite phrase contient peut-être la plus grande révélation sur la nature de notre conscience. Rimbaud poursuivait. « J'assiste à l'éclosion de ma pensée. Je la regarde, je l'écoute. » Alors remarquez qu'il ne dit pas « je crée ma pensée », mais « j'assiste à son éclosion », comme si la pensée lui arrivait d'ailleurs, comme un oiseau qui se pose sur une branche sans y être invité. Et cette intuition de Rimbaud me fascine d'autant plus qu'elle vient d'un adolescent. À un âge où la plupart d'entre nous étions occupés à nous inquiéter de notre acné et à fantasmer sur nos camarades de classe, ce jeune homme percevait déjà l'une des vérités les plus profondes sur la nature de la conscience humaine. Comme si certains esprits venaient au monde avec une fenêtre déjà ouverte sur des réalités que le reste d'entre nous met des décennies à entrevoir. Fernando Pessoa, le poète portugais du XXe siècle, a poussé cette intuition jusqu'à ses ultimes conséquences, en créant plus de 70 hétéronymes, non pas de simples pseudonymes, mais des personnalités complètes, avec leur biographie, style et philosophie propre. Pessoa ne les considérait pas comme des fictions, mais comme des manifestations autonomes qui s'exprimaient à travers lui. Oui, on aurait pu dire que le gars était complètement possédé. Il allait jusqu'à percevoir certains de ces hétéronymes lisant par-dessus son épaule et critiquant ce qu'il écrivait. Et il disait « Je n'ai jamais été qu'un carrefour où passaient des étrangers psychiques qui allaient tout en parlant tout seuls », écrivait-il, décrivant parfaitement ainsi cette expérience d'être habité par des voix multiples. Aujourd'hui, on diagnostiquerait probablement Pessoa d'un TDI, comme on l'avait parlé juste avant, et on le bourrait de médoc. Mais à l'époque, on l'a simplement considéré comme un génie, ce qui était probablement le plus proche de la vérité. As-tu déjà remarqué comment certains de tes rêves sont peuplés de personnages qui te surprennent par leur originalité et leur autonomie ? Ces figures qui disent des choses que tu n'aurais mais jamais imaginées consciemment, qui te confrontent, qui te questionnent, et parfois te terrorisent. Et d'où viennent-elles, ces voix dans les rêves ? Si ton esprit est vraiment unitaire, comment peut-il créer des personnages qui te surprennent autant, comme si ton cerveau était un romancier bien plus talentueux pendant ton sommeil que pendant la veille ? Et à l'autre bout du monde, les haïkus japonais nous offrent une approche radicalement différente. Ces poèmes minimalistes de 17 syllabes cherchent non pas à exprimer le dialogue intérieur, mais à capturer l'instant du silence mental, cet instant où la frontière entre l'observateur et l'observé s'efface. Comme l'écrivait le maître Bachō au XVIIe siècle, « Vieil étang, une grenouille plonge, bruit de l'eau ». Ce n'est pas une description ni une réflexion. C'est un instant de pure perception où l'étang, la grenouille, le son et le poète ne font qu'un, sans commentateur extérieur. C'est comme si le haïku était une tentative de photographier cet espace entre deux pensées, ce moment fugace où le dialogue intérieur s'interrompt et où la réalité est perçue directement, sans la médiation du langage. Ces explorations littéraires à travers les cultures nous montrent que notre dialogue intérieur peut prendre des formes radicalement différentes. Elle nous rappelle que la structure même de notre pensée est façonnée par notre langue, notre culture, notre époque, et qu'il existe peut-être, autant de façons d'habiter son esprit qu'il existe d'êtres humains sur cette planète. Le conseil des 1000 voix. Imagine ton esprit comme une immense salle de conseil circulaire. Autour d'une table monumentale sont assises non pas une poignée, mais des centaines, voire des milliers de figures, chacune représentant une voix distincte de ton dialogue intérieur. Certaines figures sont immédiatement reconnaissables. Voici ton père avec sa voix peut-être autoritaire qui résonne exactement comme dans ton enfance. Tiens-toi droit, fais attention à l'argent. T'es sûr que c'est une bonne décision ?
À côté se trouve peut-être ton ancien prof de maths, dont le ton méprisant continue de teinter tes pensées sur tes capacités intellectuelles. Mais tu n'es pas logique, tu n'es pas fait pour les chiffres. Plus loin, ce sont peut-être des figures plus abstraites. Il y a le critique, dont le regard acéré trouve instantanément la faille dans chacun de tes accomplissements. Le perfectionniste, pour qui 99%, c'est pas suffisant. L'imposteur, qui te murmure que tu vas bientôt être démasqué. Et l'enfant blessé, qui pleure encore des rejets vieux de décennies. Il y a aussi des personnages plus cocasses, le procrastinateur professionnel, avec toujours ses « on fera ça demain, aujourd'hui je suis pas très inspiré ». Le saboteur de régime. « Allez, un petit carré de chocolat, ça fait pas de mal ». Et mon préféré, le philosophe de la salle de bain qui n'a d'épiphanie profonde que sous la douche, pour les oublier immédiatement après s'être séché. Tu reconnais certains membres de ce conseil, n'est-ce pas? Ces voix familières qui commentent, qui jugent, qui encouragent ou qui sabotent tes décisions quotidiennes. Ces phrases que tu te répètes et qui, à y regarder de plus près, ne sont pas vraiment les tiennes, mais celles que tu as absorbées au fil du temps. Alors regarde plus attentivement. Au-delà des premiers rangs se trouvent des centaines de figures moins définies. Ici, il y a la voix collective de ton éducation religieuse peut-être. Là-bas, celle de ta culture nationale. Et encore plus loin, l'influence subtile des réseaux sociaux que tu consultes tous les jours. Et au fond, presque invisible, des silhouettes ancestrales. Les structures mentales héritées de ton histoire évolutive, ces biais cognitifs et émotionnels qui ont permis la survie de tes ancêtres dans un monde hostile. Tu vois ce catastrophiste qui imagine toujours le pire? Il descend probablement d'un ancêtre qui a survécu précisément parce qu'il restait sur ses gardes. Cette assemblée n'est pas vraiment chaotique. Elle fonctionne selon des règles précises avec une hiérarchie complexe des alliances et des rivalités. Un peu comme dans Game of Thrones mais en un peu plus sympa. Et tandis que certaines voix dominent, d'autres sont systématiquement réduites au silence. Certaines parlent fort et constamment, et d'autres ne murmurent que dans des circonstances spécifiques. Le plus fascinant, ou le plus troublant, est que tu n'as jamais choisi consciemment la composition de ce conseil. Tu n'as jamais voté pour élire son président, tu n'as même pas réalisé qu'il existait jusqu'à maintenant. Imagine, tu dois choisir entre deux offres d'emploi. Tu penses peser le pour et le contre rationnellement. Mais en réalité, ton père intérieur insiste sur la sécurité, ta mère intérieure s'inquiète du temps de trajet, ton prof de philo se demande si c'est épanouissant, ton ex te suggère de prendre le mieux payé pour lui prouver quelque chose, Instagram te rappelle qu'il faut un travail instagrammable, ta peur ancestrale de la famine te pousse vers le salaire stable. Tout se débat en 30 secondes. Et tu crois que t'as pris une décision. Bref, c'est pas tout à fait toi, c'est ton conseil intérieur qui a voté sans te consulter. La grande imposture. Et voici où l'industrie du développement personnel atteint des sommets d'absurdité et de mauvaise foi. Elle réduit ce parlement intérieur complexe à une simple question de pensée positive ou de dialogue intérieur constructif. Change tes pensées et change ta vie, proclament les gourous à 5000 balles la conf. Répète ces affirmations chaque matin et ton dialogue intérieur négatif disparaîtra. Ah oui, vraiment ? Comme si ces voix multiples qui constituent ton conseil, forgées par des décennies d'expérience enracinées dans les recoins les plus profonds de ton système nerveux, elles allaient gentiment, tranquillement se taire parce que tu répètes « Je suis magnifique et abondant » devant ton miroir en te brossant les dents. Évidemment pas. C'est comme essayer de résoudre une insurrection nationale en mettant une affiche « Peace and Love » sur ta porte d'entrée. C'est mignon. Une étude de l'université de Waterloo au Canada, publiée en 2009 dans le Journal of Psychological Science, a révélé quelque chose de fascinant. Les affirmations positives avaient tendance à aggraver l'état émotionnel des personnes ayant une faible estime d'elles-mêmes. Pourquoi ? Parce qu'elles déclenchent une réaction immédiate de rejet de la part de ce conseil intérieur. Ces affirmations sonnent tellement faux par rapport au consensus établi qu'elles activent une résistance accrue. C'est comme si ton critique intérieur hurlait « Mensonge, calomnie !» à chaque fois que tu affirmes « Je suis extraordinaire ». Tu l'as peut-être expérimenté toi-même, cette sensation de malaise, presque de honte, en répétant des affirmations qui sonnent complètement fausses à tes oreilles. Ce n'est pas parce que tu es particulièrement négatif, c'est parce que ton esprit détecte l'incohérence et s'y oppose. Et la véritable perversité de cette industrie, c'est de faire porter la responsabilité de l'échec sur l'individu. Si notre méthode ne fonctionne pas pour toi, c'est que tu t'es pas assez engagé, pas assez cohérent, pas assez positif. Le problème, c'est que cette approche ignore les recherches en épigénétique, comme celle par exemple publiée par l'équipe de Michael Minet de l'université McGill en 2004, qu'on peut retrouver dans la revue Nature Neuroscience, qui montre comment les traumatismes peuvent modifier l'expression génique et influencer notre dialogue intérieur sur plusieurs générations. Elle fait également l'impasse sur les découvertes en neuroplasticité, comme celle documentée par le docteur Norman Dodge dans son livre The Brain That Changes Itself, qui montre qu'un véritable changement dans nos patterns de pensée
nécessite des milliers et des milliers d'heures de pratique délibérée, donc pas juste des affirmations matinales. Alors oui, malgré tout ça, je ne dis pas que la transformation personnelle est impossible, loin de là, sinon je ferais pas ce métier-là. Je dis simplement qu'elle demande une compréhension mais bien plus nuancée et beaucoup plus respectueuse de notre complexité. Face à ce parlement intérieur qui peut parfois ressembler à une dictature, quelles sont nos options ? Comment naviguer dans ce concept de voies multiples sans s'y perdre, sans abdiquer notre pouvoir, mais aussi sans tomber dans l'illusion d'un contrôle total ? Les traditions contemplatives du monde entier, validées par les recherches contemporaines, nous offrent 3 approches complémentaires, 3 chemins que je ne considère non pas comme concurrents, mais comme différentes facettes d'un même voyage. On a donc la première voie qui est la voie occidentale de la compréhension, où on peut cartographier soigneusement son conseil intérieur, comme un peu réaliser un recensement de tous les habitants de la maison intérieure. En se posant ces questions de qui sont ces voix, d'où viennent-elles, quand ont-elles emménagé dans ton esprit, quelles alliances forment-elles entre elles, quels patterns récurrents peux-tu observer ? J'aime bien comparer ce processus à l'exploration d'un vieil album photo de famille. Ah, cette voix critique vient clairement de ma professeure de piano. Ah tiens, cette tendance à m'inquiéter pour l'argent, c'est exactement comme mon grand-père parlait pendant la récession. Cette reconnaissance n'est pas juste intellectuelle, elle peut provoquer un véritable soulagement émotionnel. C'est comme réaliser que ce que tu prenais pour ta voix est en réalité un enregistrement d'une autre personne qui tourne en boucle depuis des années. Je t'invite à essayer un petit exercice. La prochaine fois que tu remarques une pensée particulièrement critique ou désagréable, demande-toi, à qui elle appartient vraiment cette voix ? Est-ce que je connais quelqu'un qui parlait comme ça dans ma vie ? Et sois aussi attentif à la sensation physique qui accompagne cette réalisation. Parfois, ça peut faire un véritable « Ah !» corporel et émotionnel. La deuxième voie est celle du détachement, particulièrement développée dans les traditions orientales. Là, l'idée, c'est d'apprendre à observer ton dialogue intérieur, mais sans t'y identifier. Les traditions méditatives enseignent que nous ne sommes pas nos pensées, mais nous sommes la conscience qui les observe. Alors imagine que tes pensées sont comme des nuages dans le ciel de ta conscience. Et toi, tu n'es pas les nuages, tu es le ciel. Et il y a des nuages qui passent, il y en a des sombres, il y en a des clairs, des orageux, des légers. Mais le ciel lui-même, toi, reste inchangé, imperturbable. Imagine. Une pensée anxieuse apparaît. Je remarque cette pensée. Je l'observe alors sans m'y identifier. Je ressens la tension qu'elle crée dans mon corps. Je la laisse être présente sans la nourrir ni la combattre. Je respire. La pensée se transforme. Une autre apparaît. Je recommence, sans juger, sans forcer, juste observer. Donc, je ne suis pas mes pensées, je suis leur témoin. La troisième voie est celle de la transformation, dite alchimique. Utiliser des états modifiés de conscience, comme l'hypnose, la transe ou certaines formes de méditation profonde, pour reconfigurer les dynamiques du conseil. Et l'hypnose offre ici des possibilités fascinantes. En accédant à un état où les défenses habituelles sont assouplies, il devient possible alors de dialoguer directement avec ces parties de nous-mêmes, de comprendre leurs intentions positives originelles et de leur proposer des rôles plus constructifs dans notre écologie interne. Un peu comme si on faisait une thérapie familiale pour les différentes facettes de ta personnalité. Bonjour, critique intérieure. Je comprends que tu essaies de me protéger du rejet en repérant toutes mes imperfections avant que les autres ne les voient. C'est une stratégie intelligente. Mais peut-être pourrions-nous trouver d'autres façons moins épuisantes d'atteindre cet objectif. C'est un résumé de ce qu'on peut faire en hypnose. Ces 3 approches ne sont pas mutuellement exclusives. La compréhension sans détachement peut mener à une rumination infinie, un peu comme un détective qui accumule des indices sans jamais résoudre l'enquête, tandis que le détachement sans compréhension risque de devenir une forme de dissociation émotionnelle, une façon sophistiquée d'éviter nos émotions. Et la transformation, sans les 2 autres, peut manquer de fondation solide. C'est alors l'intégration de ces 3 approches qui offre le potentiel de libération le plus profond. Une danse entre comprendre, observer et transformer qui respecte la complexité de notre univers intérieur. Le poète T.S. Eliot écrivait en 1943 dans les 4 quatuors. Nous n'aurons pas cessé d'explorer. Et la fin de toutes nos explorations sera d'arriver là où nous avons commencé, et de connaître ce lieu pour la première fois. Et ça, c'est peut-être la plus belle description du voyage intérieur. Cette exploration qui nous ramène à une simplicité fondamentale, mais infiniment plus riche de compréhension et de compassion.
Dans les traditions chamaniques du monde entier, existe un rituel étonnamment similaire, le démembrement symbolique de l'initié. Son corps, représentant son identité constituée, est imaginairement décomposé en ses éléments fondamentaux. Et ce n'est qu'après cette dissolution complète qu'une nouvelle intégration devient possible. Non plus basée sur des identifications limitantes, mais sur une reconnaissance de notre nature fondamentale. Notre dialogue intérieur suit peut-être un chemin similaire. Ce n'est qu'en reconnaissant pleinement sa nature multiple, fragmentée, empruntée, en acceptant cette espèce de démembrement de notre illusion d'unicité, que nous pouvons accéder à une intégration plus authentique. C'est un peu comme découvrir que ce que tu croyais être un one-man show est en réalité un spectacle d'improvisation avec une troupe entière, et que ton rôle n'est peut-être pas d'être l'unique acteur, mais le metteur en scène bienveillant qui crée l'espace pour que chaque voix puisse contribuer à sa façon. J'aimerais t'inviter à une petite cérémonie symbolique. Imagine ton conseil intérieur réuni au complet. Toutes ces voix qui parlent en ton nom, ces parents intériorisés, ces autorités absorbées, ces critiques adoptées, ces fragments culturels assimilés. Et adresse-toi à cette assemblée, non pas comme leur esclave inconscient, mais comme leur hôte conscient. Et là tu pourrais leur dire mentalement, je vous reconnais. J'honore votre présence et vos intentions. Je comprends que vous faites partie de mon écologie intérieure. Mais je ne suis pas défini par vous. Je suis la conscience dans laquelle vous existez tous. Oui, ça a l'air très bizarre de se parler à soi-même de cette façon, c'est peut-être ton critique qui parle, mais ça fonctionne. Quand cette reconnaissance s'enracine, quelque chose d'étrange commence à se produire. Le conseil continue d'exister, mais son pouvoir change de nature. Ses voix deviennent des ressources plutôt que des tyrans, et des perspectives plutôt que des vérités absolues. Et dans les espaces entre ces voix, dans ces moments de silence mental qui s'élargissent progressivement, quelque chose d'autre peut être perçu. Une forme de présence difficile à nommer, ce que les traditions contemplatives appellent notre nature véritable ou notre conscience fondamentale. Le poète Jalal ad-Din Rumi l'exprimait ainsi il y a 8 siècles. Au-delà des idées du bien faire et du mal faire, il y a un champ. Je t'y retrouverai. Ce champ au-delà des polarités de notre dialogue intérieur est peut-être notre destination ultime, non pas l'élimination de nos voix intérieures, mais leur transcendance. Si cette exploration de ton conseil intérieur t'a fasciné, troublé, ou peut-être même légèrement libéré, ou si elle t'a simplement donné l'impression d'avoir une réunion Zoom avec toutes les versions de toi-même, sache que ce n'est que le début du voyage. Abonne-toi pour continuer cette archéologie de l'invisible, non pas parce que ton critique intérieur te dit que tu devrais le faire, mais parce que ta curiosité naturelle est éveillée. Cette exploration des voies multiples qui nous habitent ouvre naturellement la porte à une question cruciale, que nous explorerons dans notre prochain épisode. Celle des frontières personnelles. Car si notre dialogue intérieur détermine comment nous nous percevons, nos frontières déterminent comment nous interagissons avec le monde. Alors comment distinguer tes besoins des attentes projetées par d'autres? Comment dire non quand ton conseil intérieur est programmé pour le oui perpétuel? Et comment rester perméable sans être envahi? D'ici là, je t'invite à écouter ton conseil intérieur avec une curiosité nouvelle, non pas comme des vérités absolues sur qui tu es, mais comme un cœur fascinant de voix empruntées qui racontent l'histoire de tout ce qui t'a façonné. Et peut-être, dans les silences entre ces voix, pourras-tu entrevoir quelque chose de fondamental. Cette conscience témoin qui, depuis toujours, observe paisiblement le spectacle sans s'y perdre. C'était Maëva. Et je te retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration des profondeurs de notre condition humaine.